Fabien, bienvenue sur Comrade TV. Donc ce soir, un numéro spécial de Fabien qui vient de chez Talson et qui est spécialiste du storage, du storage, de tout ce qui est stockage d'énergie. Donc ce soir sur Comrade TV, donc comme tous les mardis soirs, on se retrouve pour effectivement passer en revue les sujets d'actualité liés au solaire, liés à la transition énergétique. Et je rappelle les règles, effectivement, on peut être d'avis très différents, on peut être d'avis complémentaires, mais toujours dans le respect de ce qu'ont dit les gens juste avant vous. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez demander à prendre la parole et effectivement poser la question directement à Fabien en activant votre micro. Mais vous pouvez aussi choisir de le faire via un message, texte, et je me ferai le plaisir de relayer vos questions pour les poser à Fabien. Donc moi aussi, j'ai prévu quelques petites questions. Donc voilà, donc ce préambule étant fait, donc merci Fabien d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Fabien, présentez-vous, votre parcours et puis ce que vous faites aujourd'hui. D'accord, mais écoutez, bonsoir à tous tout d'abord et merci de nous rejoindre sur Comwat Télévision. Ça fait 15 ans que je suis dans les énergies renouvelables, donc c'est pas parce que aujourd'hui on parle dans les journaux ou à la télévision des énergies renouvelables que je me retrouve à faire du stockage d'énergie dernièrement. Donc 15 ans d'expérience dans le photovoltaïque et 3 ans véritables dans les énergies, enfin dans le stockage d'énergie, qui me permettent d'avoir une vision d'ensemble assez, je pense, assez intéressante, en tout cas de mon point de vue, et ça suit un fil conducteur. Donc, dans les années 2005, je commençais à travailler pour une société qui s'appelle Trina Solar, étant le responsable Sud-Europe pour cette société. Euh, à cette époque-là, quand je parlais aux gens de photovoltaïque, on me demandait si ça faisait de l'eau chaude, un panneau solaire. Donc, j'expliquais aux gens que grâce à cette plaque qu'on mettait sur un toit ou sur un dispositif, on pouvait créer de l'énergie, de l'électricité, et que l'électricité était un bien important qu'on pouvait être, comme disent aujourd'hui, prosumeur. Donc, il fallait commencer à la considérer, il fallait qu'on commence à considérer, en tout cas, ce qui me plaisait dans ce système-là, c'est qu'on pouvait être le propre producteur de quelque chose que nous consommons tous les jours et dans une société dans laquelle nous allons qui devient de plus en plus électrique. Donc, à cette époque-là, j'étais déjà, on va dire, comment dire, plus qu'intéressé. C'était pour moi quelque chose. Donc, mon fils, désolé. Donc, c'était quelque chose pour lequel j'étais convaincu de l'intérêt qu'on va dire, la population n'est pas le vrai mot, quoi, mais bon, pour l'environnement, pour le marché. Et je ne parle pas que de marché, parce que le marché est quelque chose d'économique. Enfin, il y a un retour économique qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas que le côté économique, c'est le côté, on va dire, il faut que j'apprenne à consommer mieux, il faut que j'apprenne à produire déjà. Donc, on peut produire sa propre énergie, on peut être maître de sa consommation, parce que lorsqu'on commence à produire, on commence aussi à comprendre qu'on consomme et comment gérer les deux, la consommation versus la production. Depuis 3 ans, comme je disais, je suis véritablement impliqué dans le storage, dans le stockage de l'énergie, suite à une expérience que j'ai faite aux États-Unis pour Taleson. J'étais responsable de la société Taleson, qui a deux branches, une branche production de modules et une branche énergie, c'est-à-dire les projets donc, où on réalise des projets photovoltaïques pour une production masse et la vente de cette énergie à travers des feed-in tarifs ou bientôt maintenant on parle de PPA. Aux États-Unis, ils ont été assez, ce qui est intéressant au niveau des Américains, entre guillemets, de l'Amérique du Nord, c'était le côté on tente. Et ce matin, j'en parlais avec une société en disant, en Europe, on a beaucoup de connaissances, on a des ingénieurs très bons sur la technologie. D'ailleurs, on les retrouve après aux États-Unis, ces ingénieurs. Et ils tentent beaucoup de business models, c'est-à-dire on va tenter sur 10 business models qui aujourd'hui semblent être peu intéressants économiquement, mais qui demain peuvent se révéler être des jackpots. Là, c'est le côté économique, mais quand on dit jackpot, il n'y a pas que jackpot parce qu'ils ont découvert, entre guillemets, les services réseau qui ont été développés aux États-Unis et qui sont développés aujourd'hui dans cet État américain
ou c'est une obligation. Par exemple, vous avez Hawaï, ou de mettre un système photovoltaïque sans storage, c'est pas possible. Donc, sans stockage d'énergie, c'est pas possible, c'est une île. Le réseau, il a aussi ses limites. Donc, on a demandé aux gens de mettre du photovoltaïque, mais de l'accompagner avec une batterie pour pouvoir non simplement produire, mais pas déstabiliser le réseau et donc avoir une capacité de pouvoir être d'un bien public, dire d'avoir son propre bien privé, puisse servir à la collectivité. Donc, on revient en disant, les États-Unis ont été intéressants puisqu'ils m'ont, je n'ai pas ouvert les yeux, mais en tout cas apporté la conviction que c'est quelque chose qui n'était pas simplement beau, entre guillemets, mais qui était nécessaire pour le réseau. Et lorsqu'on commence à parler de production d'énergie, qui fait du sens lorsqu'on va devoir savoir acheminer son énergie à un certain moment quand il y aura un besoin encore plus précis. Parce que la batterie en elle-même, c'est une machine, je la considère et je l'appelle machine avec les ingénieurs, c'est de l'électro, c'est de la chimie qui a ses limites. Par contre, le côté supplémentaire qui est le software qui gère cette machine-là, elle est sans limite. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec une machine qui est gérée à la fin du compte quand même par un humain qui va connaître ses besoins et qui va donc, on va dire, paramétrer sa machine pour pouvoir correspondre à ses besoins. Donc, comme je le disais, 15 ans d'expérience dans l'énergie renouvelable, 2005, 2020, 2021, donc presque 16 ans. J'ai commencé avec le photovoltaïque, en voyant que le photovoltaïque, aujourd'hui, on ne l'arrêtera pas. C'est un générateur qui a toute sa place dans le mix énergétique. J'en étais convaincu dès le départ. Maintenant, ça sera de la masse production. Je vois le photovoltaïque rentrer dans les maisons comme un matériel, comme un bien d'équipement qui pourrait devenir obligatoire dans le bâtiment, dans le bâti, pour qu'on puisse finalement travailler sur la génération qu'une maison a quand on sait les besoins qu'on a au niveau des consommations individuelles et même collectives. Je ferai d'ailleurs même une parenthèse en disant, j'ai proposé à des gens que je connais assez bien au niveau de la collectivité de les aider à travailler sur les factures énergétiques de leurs concitoyens ou leurs administrés en disant, écoutez, le photovoltaïque plus une batterie, je ne suis pas là, et là c'était par rapport à notre discussion, c'est pas que de gagner de l'argent, je ne suis pas là pour vous proposer un business model gagnant, je suis là pour vous dire, on va travailler sur les factures de vos administrés, et quand on parle de factures d'administrés, on parle d'HLM par exemple, où je me suis rendu compte, ou comme vous le savez, qu'aujourd'hui il y a un nombre croissant de gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie parce que c'est un bien qui a augmenté. Non simplement quand on regarde la facture énergétique, on a trois lignes. Un, c'est le transport, deux, c'est l'énergie et les taxes. Donc, on a eu au mois de décembre déjà Monsieur Lamotte avec Monsieur Lamotte, on avait soulevé. Enfin, j'ai pas voulu rentrer dans les discours quand il y a eu l'augmentation des tarifs par rapport aux hausses de transport de l'énergie. Maintenant, on se retrouve avec une hausse de l'énergie en elle-même. Bientôt, bah, la hausse de l'énergie plus la hausse du transport, on a une hausse comment dire, des taxes liées à une consommation maintenant qui est une consommation, comment dire, basique consommation. C'est une consommation basique mais nécessaire à tout le monde. Donc, en revenant sur le point de la collectivité, en leur disant, je ne suis pas là pour gagner de l'argent en faisant un système ou des systèmes d'autoconsommation collective, mais pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des factures de vos administrés, à aider ces gens-là à passer un cap difficile, ou j'ai aussi, je me permets de vous dire qu'on ira sur une augmentation du prix de l'électricité, selon moi, d'une vingtaine de pourcents dans les 5 ans à venir. On verra si je me trompe. On est aujourd'hui le 19 janvier 2021. Dans les 5 ans à venir, si les gens veulent prendre le temps de se renseigner sur la génération nucléaire, combien elle va coûter, même avec comment dire, une production sur des générateurs existants, mais qu'il va falloir entretenir avec des coûts qui augmentent sans arrêt. Le transport en lui-même aussi continuera à augmenter. Donc voilà, en disant, je ne suis pas là pour parler simplement de business en disant photovoltaïque plus batterie, on va gagner de l'argent.
On peut gagner de l'argent, définitivement, on peut gagner de l'argent quand on est un industriel. Maintenant, quand on envisage de faire ça au niveau personnel ou même au niveau des collectivités, il y a d'autres avantages qui sont sérieux, qui sont très importants. Donc, j'aimerais que, que l'ensemble, la communauté le prenne en considération. Et j'avais un à propos avant de commencer cette discussion disant je participe plus, ou en tout cas, je ne, entre guillemets, perds plus mon temps avec des gens qui passent des gens qui passent leur temps à nous dire que le nucléaire, c'est tout nucléaire, c'est très bien, que nous sommes des disrupteurs, donc on dérange les acteurs que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas, presque pas le droit de citer. Comme je le répète, ça fait 15 ans que je suis dans les énergies renouvelables. C'est des gens qui ont été subventionnés. Nous, les subventions que nous avons eues sont minimes par rapport à ce qu'ils ont eu eux. Et aujourd'hui, j'ai aussi eu l'occasion de travailler à l'étranger, donc de couvrir d'autres marchés, type italien, type Espagne, de voir ce que font les Allemands et d'être aux États-Unis aussi. Et de voir que quand on n'a pas subventionné quand on n'a pas subventionné ou certains secteurs de la production ont été subventionnés d'une manière minime, eh ben, les énergies renouvelables ont véritablement démontré qu'elles étaient économiquement viables, qu'elles répondaient à des besoins futurs de type décentralisation de la production de l'énergie ou du besoin de l'énergie. Et quand on a eu l'occasion de se rencontrer téléphoniquement avec Monsieur Lamotte, j'ai dit, bon, on va avoir un tremblement de terre qui s'appelle la voiture électrique. Aujourd'hui, vous avez des subventions, vous avez la volonté d'introduire ou de mettre la voiture électrique en avant. J'ai regardé les chiffres, la voiture électrique est la voiture la plus vendue par rapport au marché du traditionnel qui s'est écroulé. Très bien. Par contre, j'attendrai de voir aussi la catastrophe à venir quand on dira, eh ben, écoutez, tout le monde s'est branché au même moment, ça fait un blackout. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire quoi le lendemain? Ben, on arrête les voitures électriques? Non. Bon, science sans conscience n'est pas que ruine de l'âme, ou en tout cas, le progrès, quand il n'est pas partagé, n'est pas véritablement un progrès. Alors, quand tu dis partager, ça veut dire quoi? Partager, ça veut dire que les têtes pensantes qui nous disent aujourd'hui acheter des voitures électriques commencent aussi à vouloir et être sérieux quand on nous dit, OK, la décentralisation de l'énergie, je ne vais pas avoir une centrale nucléaire au coin de la rue pour pouvoir alimenter les voitures électriques que nous allons connecter dans mon garage, dans le garage d'un immeuble. Voilà, donc tout ça pour vous dire, voilà mon parcours où j'arrive. Aujourd'hui, ce que je voulais souligner, et j'avais aussi dit que durant notre conversation aujourd'hui, je ne voulais pas représenter une société, je parle comme éco-citoyen, je suis un consommateur, j'aide les autres aussi à trouver des solutions par rapport à leurs besoins, à leur facture énergétique, ou avoir une conscience plus green. C'est pas simplement de le dire, mais c'est aussi de le faire et comment le faire, puisque aujourd'hui, on peut envisager un investissement et pas une dépense dans mettre un système photovoltaïque et une batterie dans le résidentiel est quelque chose aujourd'hui qui fait partie du mix énergétique. Vous aurez des sociétés qui vont le proposer. Donc, je pense que M. Lamotte devait nous présenter sa solution au mois de décembre. Je pense que c'est ça plus ou moins. En tout cas, encore une fois, pourquoi les Allemands vont être encore mis, pourquoi les Allemands vont pouvoir encore être considérés comme des leaders alors qu'en France, on a le savoir-faire, on a les têtes pour savoir le faire. Il faudra simplement qu'au niveau politique, on décide un jour que on peut et on doit se passer, ou on peut cohabiter avec un producteur centralisé, centralisé comme la politique, et on doit. Et aujourd'hui, on parle de décentralisation qui ne marche pas parce que peut-être la volonté n'est pas là. Est-ce que vous avez des objections ou envie on va dire, de faire ou de prendre part à mes points? Voilà. Ok, ok. Merci beaucoup Fabien pour ce tour de l'actualité qui vous préoccupe et de vous avoir présenté effectivement quels sont vos points de vue globaux. Et on va revenir sur chacun des points pour effectivement aller creuser, parce que c'est vrai que vous nous avez fait envie sur ce sujet-là. Le but, c'est d'aller un petit peu creuser. Mais avant de partir, pour que tout le monde soit à peu près au même niveau de connaissance effectivement de ce que vous savez, de ce que vous avez appris depuis ces nombreuses années que vous travaillez dans les énergies renouvelables et dernièrement sur le stockage. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel du stockage, d'où on vient, là où on est actuellement, technologiquement et en termes de prix, et où est-ce qu'on va? Et si je sais que dans la loi de Moore, il y a une loi de Moore effectivement sur la partie amélioration, donc le prix d'un calcul est divisé par deux tous les 18 mois. Ça, c'est une loi qui est vraie depuis 40 ans. Il y a la loi de Svensson pour le solaire qui dit que le prix d'un panneau solaire baisse de 20% tous les 20 mois.
Ça, c'est aussi une loi qui dure depuis 40 ans et qui va encore en durer longtemps. Est-ce que dans les énergies, est-ce que dans le stockage, on est sur des tendanciels équivalents? Et donc voilà, donc faites-nous un petit portrait rapide du stockage, d'où on vient, parce que c'est vrai que quand on voit des photos rétro du début du siècle, du XXe siècle, il y avait des voitures électriques déjà qui circulaient, batterie plomb. Qu'on voit, effectivement, ça a pas mal tâtonné au niveau du stockage. La batterie est assez ancienne et elle connaît une accélération fulgurante depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Qu'est-ce qui a fait que, après avoir plafonné pendant longtemps, c'était boosté? Voilà, on voudrait avoir effectivement votre retour et votre analyse sur nous faire un petit rappel des différentes étapes de développement de ce marché du stockage. Ok, donc au niveau de la batterie, elle a perdu 80% de son prix. Je pense qu'on est sur cet ordre d'idée. Je pourrais vous donner exactement, même je vais regarder les valeurs. On a perdu en tout cas plus que 50% entre 2010 et 2020. Donc en 10 ans, on a perdu euh, à peu près plus que 50%. Après l'ordre d'idée, je vais vous le donner. D'accord. Ce qui est important aussi de considérer, c'est que on parle d'un prix magique. Le prix magique, c'est 100 dollars par kilowattheure. Le prix magique, vous avez des ambitieux de type Bloomberg qui disent qu'aujourd'hui, nous sommes en dessous de ce prix-là. Et vous avez le MIT qui dit non, aujourd'hui, jusqu'en 2030-2034, on n'arrivera pas à passer sous la barre des 130 dollars le kilowattheure. À l'origine, c'était Alors, d'abord que je vous coupe, excusez-moi, mais comment Bloomberg peut avoir une analyse aussi différente que celle du MIT? Le Bloomberg dit que c'est maintenant qu'on peut avoir un prix de 100 euros par kilowattheure, et le MIT, dans 14 ans, enfin, ça paraît hallucinant comme écart. Qu'est-ce tout qui à fait fait. que Alors, si vous prenez. ce sont deux entités qui sont très intelligentes, ce sont des experts, ce sont des Bon, gens il qui faut sont savoir que ultra documentés? les uns et les autres vendent. Non, un vend ses études, l'autre fait de la recherche. OK? Donc, on est plus. Et l'un, comme Bloomberg, a accès aux réseaux sociaux pour positionner son nom comme analyste de marché et faire plaisir un tout petit peu à sa clientèle. Sa clientèle, ce sont des EPC et des investisseurs. Donc aujourd'hui, ce type de jeu, on l'a déjà eu dans le photovoltaïque et on l'a encore dans le photovoltaïque où ils font des prédictions à 10 ans en disant que le photovoltaïque dans 10 ans ne coûtera plus rien. Ayant été, comment dire, responsable de vente pour des sociétés, dans les top 10 de sociétés du photovoltaïque, ayant fait Trina Solar, Canadian Solar, ayant fait Thaleson, Ryzen, je peux vous dire que quand vous avez des clients qui se présentent en vous disant que la voix Bloomberg a dit que le module descendrait de 10%, bon, bah, qu'ils achètent les modules, qu'ils achètent les produits chez Bloomberg. Parce que Bloomberg, très bien qu'ils fassent leurs analyses, qu'ils écoutent ceux qui veulent écouter. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, sur ce point-là, en vous disant le prix magique est en 200. Si moi, je devais faire aujourd'hui une analyse, je dirais, M. Biden a été élu aux États-Unis. Jusqu'au mois de novembre 2020, les investisseurs dans les énergies renouvelables ne savaient pas véritablement sur quel pied danser, entre guillemets, sur quel pied danser, mais pouvaient avoir une volonté d'investissement euh, cautious, dans le sens où on va attendre les élections qui sont passées donc fin novembre 2020 pour prendre des positions. Aujourd'hui, M. Biden a été élu, Green Deal aux US, ce qui veut dire des investisseurs, et quand je parle d'investisseurs, vous le savez comme moi que les banques aujourd'hui refusent, entre guillemets, ou les fonds refuseront d'investir dans tout ce qui est énergie traditionnelle, c'est-à-dire carbonée, pour aller dans le renouvelable. Elles ont le green light, elles vont investir. C'est une demande qui est énorme par rapport à la production. On vient maintenant sur les batteries, vous me posez la question plus spécifiquement sur la batterie. Aujourd'hui, sur la batterie, les mines ne suivent pas. C'est-à-dire que la matière première, vous n'avez pas autant de matière première disponible pour pouvoir correspondre aux besoins du marché. Et quand je parle du marché, je parlerai du marché américain en premier lieu. Ensuite, on va avoir le marché européen qui va suivre. Le marché européen, je prends un exemple, les tender capacity qu'il y a eu en France, les tenders de français qui ont été menés en France
Ils ont limité leurs besoins. Au mois de décembre, je voyais passer des appels de RTE en disant on va réouvrir le tender, on va demander plus de capacité disponible. Donc, les besoins sont croissants. On voit que la batterie est capable de répondre efficacement à ces besoins. Les investisseurs aujourd'hui sont de plus en plus intéressés. Je parle d'investisseurs intéressés à ce business model puisque c'est un business model qui tourne et qui est réel, qui est, on va dire, substantiel en termes de revenus, parce que ce sont les premiers investissements qui sont réalisés. Les besoins, c'est même plus des besoins de l'ordre de 10 mégawatts, mais on passe sur des centaines de mégawatts de demandes. Aujourd'hui, en Angleterre, vous devez savoir qu'on parle presque 1 gigawatt-heure de demandes d'installation. Comment ils vont faire? Comment vont-ils faire pour pouvoir répondre à ces besoins? Entre les États-Unis, la demande croissante en Europe, en Australie, en Chine, les mines, parce qu'on commence à parler, on commence à produire comment dire, une batterie avec du nickel, du manganèse, du cobalt, du fer et du lithium. Les mines sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Pour mettre une mine en production, il vous faut 7 ans. Entre le jour où la demande arrive et le jour où vous êtes capable de sortir les premiers minéraux de ces mines, il vous faut 7 ans pour faire les premiers composantes de base. Donc, aujourd'hui, on remettait sur le point Bloomberg versus le mythe. Voilà, je vous ai donné une réponse en vous disant si maintenant le Bloomberg veut faire l'enthousiaste et dire qu'il n'y a pas de limite en termes de tarifs, il est bien d'un certain côté que qu'on utilise d'autres versions qui sont des sources fiables de type MIT ou MIT qui nous disent que pour 2030, ils attendent un prix de l'ordre de ce que aujourd'hui Bloomberg ambitionne. Maintenant, je ne suis pas à vous dire qu'on n'y arrivera pas, puisque la demande est là quand même et elle va driver l'augmentation. Encore une fois, comme je vous disais, novembre 2020, on a le green light pour pouvoir être sûr qu'on peut lancer un investissement dans une mine et accélérer le timing pour avoir des résultats tangibles et pouvoir servir la demande. On sait que ça ça drive le prix vers le bas. Donc, pour mon point de vue, je dirais, je suis un tout petit peu, on va dire, un tout petit peu, je veux être un peu cautious, je ne sais pas le terme français, Prudent, désolé, prudent, prudent, prudent. prudent, prudent en disant la demande, elle est forte, la demande augmente elle augmente d'une manière, conséquente. L'offre, elle est escalée, elle est aujourd'hui, elle essaye de suivre parce qu'elle sait que les besoins sont là, elle essaye de suivre et elle va suivre. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va prendre 10 ans ou est-ce que ça va prendre 5 ans? Le prix descendra définitivement. Après, les breakthroughs dans la technologie, on a vu Tesla. Tesla, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent augmenter l'énergie densité sur augmenter la taille des batteries, donc des cellules, pour mettre plus d'énergie density. C'est pas véritablement un breakthrough, c'est une C'est manipulation. une amélioration linéaire. Oui, une amélioration du produit, très bien. On parle maintenant de solid state battery. Ils sont capables de faire des choses en lab, mais à grande échelle, est-ce qu'ils seront capables? Toutefois, le lithium-ion, c'est définitivement une solution pour des besoins réseau. Il y a une personne qui intervient souvent sur LinkedIn, qui vient de chez RTE, qui a une très bonne analyse. L'avantage des batteries lithium C'est qui? aujourd'hui, c'est les temps C'est de qui? réponse. C'est qui, Euh, qui est-ce qui est sur LinkedIn et qui a. c'est une personne qui a toujours des très bons à propos, je crois que ça s'appelle Corvée ou après, Ok, ok, ouais. À la limite, vous nous enverrez par mail et on le mettra dans le post. bien Enfin, sûr, en parce que complément. je lui ai même dit, en lui disant que ses interventions sont toujours à bout pour point, enfin toujours ciblées et ses réponses sont très pertinentes. Donc le lithium-ion aujourd'hui, vous avez des avantages au niveau résidentiel comme au niveau industriel qui sont indéniables. C'est les temps de réponse, les temps de Ah oui, réponse qui sont aujourd'hui inégalables par d'autres technologies. Donc c'est 100 fois plus rapide que le gaz. et en termes économiques, aujourd'hui, le gaz, donc on va rester sur le temps de réponse parce que les temps de réponse, c'est quand même les marchés de support, les marchés réseau, primaires et secondaires, où vous avez des demandes d'activation de la part du réseau en secondes pour le marché primaire, marché secondaire jusqu'à 15 minutes. Vous pouvez actionner une batterie lithium-ion
en millisecondes, elle peut faire ce genre de service. Elle rend ce type de service que, par exemple, l'hydrogène ne pourra pas faire, ou difficilement. De toutes les façons, il va falloir, je suis à peu près convaincu qu'il y aura un mix de technologies pour pouvoir répondre aux besoins du réseau. Mais pour revenir sur on va dire, le bien fondé une batterie lithium-ion, définitivement, c'est les avantages que ça apporte parce que le réseau aujourd'hui, aussi bien en termes de voltage que de fréquence, il faut une réponse presque instantanée. Donc la réponse instantanée est apportée par cette batterie qui est le lithium-ion. Définitivement, on aura un marché important aussi bien en termes de résidentiel qu'en termes de B2B. Pourquoi le résidentiel? Parce que le résidentiel, vous allez avoir la possibilité d'agréger ces batteries. Alors, ou que vous le fassiez d'une manière individuelle et qu'on vous invite à le faire à travers une plateforme qui peut s'appeler Equigi. Je vous invite à regarder equiji.com. C'est une plateforme faite par les opérateurs réseau, donc les RTE. Aujourd'hui, vous avez une dorsale nord-sud qui a été mise en place à travers cette plateforme où ils invitent les agrégateurs, on va dire les BSP, c'est-à-dire les agrégateurs de services, à supporter le réseau. Est-ce que demain, d'ici 2, 3, 4 ans, est-ce qu'ils vont inviter les particuliers à participer? Pourquoi pas? Il faut rappeler qu'au niveau de la Commission européenne, il y a des directives, on suit les directives, donc ce ne sont pas des marchés qui sortent de nulle part. Les directives, c'est l'ouverture du réseau à des producteurs privés, donc l'abolition des groupes, des monopoles d'État. Donc aujourd'hui, vous pouvez produire, vous pouvez accéder au réseau, tout ça pour avoir la baisse des factures au résidentiel comme à l'industriel. Quand on parle de demand response, vous avez différents types de services au marché qui sont où on exporte de l'énergie à partir de notre batterie, ou on absorbe de l'énergie par rapport à notre batterie. Donc aujourd'hui, on peut aussi bien faire on va dire le chemin inverse, c'est-à-dire absorber de l'énergie à partir du réseau, qui aide le réseau à avoir toujours cet équilibre en termes de fréquence ou en termes de voltage. Donc, la batterie, il y a 10 ans, elle coûtait très cher. C'était des business models, on va dire, c'était des gens, des précurseurs, mais qui savaient pertinemment où on pouvait arriver avec cette machine. Aujourd'hui, on parle de 100 dollars. Oui, je pense qu'on va y arriver rapidement parce que comme j'ai dit, enfin, comme je vous disais, comme je faisais passer le message, on a, euh, ils ont démontré que le marché existait, que le marché était là. Donc, il faut savoir aussi que la batterie que vous utilisez dans le résidentiel ou dans l'industriel, ce sont des batteries recyclées de la voiture. Donc, le marché de la voiture étant parti, plus que parti, mais étant un marché en croissance soutenue, les producteurs de batteries vont continuer à produire de la batterie pour la voiture. Donc, il y a un marché du recyclage de la voiture pour passer sur du résidentiel comme sur de l'industriel. Donc, le marché est là. Fabien, désolé, il y a André Frédéric qui a une question à poser, qui a levé la main là. Oui, bonsoir Fabien. Une question, effectivement, c'est à votre avis, sous quelles horaires on aura une batterie à 100 dollars du kilowatt? Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à 1000 euros le kilowatt. Donc moi, mes fournisseurs sont plus sur du 1000-1200 euros la batterie à 1,2 kWh. Plutôt que 100 dollars le kilowatt, ce qui rend effectivement, une fois qu'on met le tarif de la pause, une fois qu'on met la TVA, on se retrouve avec des batteries à 1008 ou 2000 euros TTC pour le client pour 1,2 ou voilà, pour 1,5 kWh. Je vous réponds. Juste pour essayer d'éclaircir, je pense que vous, André Frédéric, vous parlez de la batterie en phase, je crois, qui est une batterie de petite taille. Et je pense qu'à l'inverse, Fabien parle de batteries industrielles qui sont capables d'alimenter un quartier. Je vais vous répondre. Et là, c'est des échelles qui sont très différentes. On parlait aussi du résidentiel. C'est des personnes qui vont s'installer leurs 3, 6, 9 kW crête photovoltaïque, qui vont avoir à ce moment-là 2, 3, 4 batteries, donc des petites installations. Et c'est ce marché-là qui est intéressant aussi, parce qu'il va se développer. Normalement, moi, je vois que j'ai une forte demande de ma clientèle de pouvoir avoir une certaine autonomie énergétique, notamment en nocturne. L'ennui qu'il y a, c'est que je suis obligé de leur dire, à ce jour, ce n'est pas rentable sur le nombre des années, entre le prix de la batterie, le coût de revient, la durée de vie, les garanties, etc. Ce n'est pas rentable pour mes clients au jour d'aujourd'hui. Donc, ce que vous me dites, 100 dollars
le kilowattheure, pardon, je trouve ça génial, mais à partir de quand? Voilà. Ok. Donc, en fait, il y a plusieurs points dans votre question et je vous remercie de l'avoir posé. Je vais vous répondre en vous disant, au niveau du résidentiel, si vous payez aussi cher un produit qui s'appelle All-in-One, c'est-à-dire que vous avez une batterie, un inverteur, vous avez un BOP, donc un Balance of System, un BOS, donc un Balance of System qui va vous aider à gérer votre charge et décharge, le cabling, l'installation. Effectivement, on sort sur aujourd'hui, on sort sur une installation qui peut se retrouver sur 1800 euros les 1,2 kWh. Je me permets de dire, j'ai travaillé sur un projet jusqu'à il y a très peu de ça, sur un projet industriel où on allait vendre le kilowattheure, pas le kilowattheure, le mégawattheure installé à 60 000 euros. Donc on divise par 1000, 60 000, et on va être sur 60, si je ne me trompe pas. Donc, on était sur 60 euros le kilowattheure, 600 euros le kilowattheure, tout compris. Et là-dessus, la batterie d'un type plus évolué, on était sur 350 euros la batterie plus l'onduleur. Donc, en analytique, on est encore sur 125-150. Les 100 kilowattheures de batterie, c'est-à-dire de cellules mises en série ou en parallèle pour faire l'accumulateur. Ok. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Bloomberg est un analyste, il vend des études. C'est des gens qui se permettent d'envisager une réduction de prix pour faire plaisir à l'EPC qui va venir chercher cette réduction de prix, EPC ou un client finaux, au prix du fournisseur. Je dis, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous y sommes. Je vous ai donné une autre valeur en vous disant le MIT, que je pourrais passer ces informations, la courbe de prix à M. Lamotte, en respectant ce que vous dites, en disant on n'y est pas aujourd'hui, on n'y est pas aujourd'hui. Donc il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Je suis là pour dire, comme vous le dites vous-même, non, on n'est pas encore sur un 100 euros le kilowattheure, les 100 kilowattheures. Toutefois, ce que vous achetez dans le résidentiel, vous achetez un ensemble qui s'appelle, on va simplifier en disant all-in-one, un accumulateur, donc des cellules d'énergie, des cellules de capture d'énergie, un onduleur qui va vous permettre de faire du DC en passant en AC. Vous avez même, on va dire, un filtre et vous avez un système qui va vous permettre de dire quand est-ce qu'on doit laisser capturer l'énergie de votre photovoltaïque ou sinon de pouvoir l'importer du réseau, parce que vous pouvez faire ça aussi, et vous pouvez même avoir des capteurs qui vous donnent ces informations sur votre téléphone. Donc, un système aujourd'hui dont vous parlez, il y a des valeurs ajoutées qui permettent au client final de faire plus que simplement de capturer, d'emmagasiner de l'énergie et de ne pas être capable de la renvoyer vers des besoins. Donc, c'est un all-in-one. On est à 1800. Maintenant, ce que je souhaite quand même dire, c'est que quand j'étais dans le photovoltaïque, ce que j'apprécie pas vraiment non plus, c'est quand je voyais des installateurs qui vendaient des machines d'un troisième tiers, donc d'une société sans garantie et qui vendait un produit de basse qualité à des prix aussi élevés qu'un premier tiers. Un premier tiers une société de renom qui avait de la qualité, qui payait ses ingénieurs pour faire du développement et qui avait la faculté de pouvoir répondre à des problèmes de garantie. Vous savez comme moi, des produits après qui ne marchaient pas, qui étaient défectueux, aller chercher pas un distributeur, mais un installateur qui n'était pas là. Donc, 1008, on va descendre sur ces chiffres, on va descendre, c'est clair, net et précis. Vous allez avoir, il faut faire jouer la concurrence. Il faut, parce que là, vous vous adressez, on s'adresse à un marché, malheureusement en France, encore de niche, qui est des opinion leaders, ce sont des gens qui ont malheureusement non, mais qui sont une minorité de la population. Le jour où on va se retrouver à installer des batteries dans le résidentiel, dans le collectif et dans l'industriel, quand la demande va passer en France, le marché est inexistant par rapport aux résultats. Quand vous regardez en termes d'installation, en Italie, vous avez 10 000 installations
de résidentiels par an. En Allemagne, vous avez 30 000 installations de résidentiels. Et on parle d'un 3 kWh. OK? Donc aujourd'hui, et la France ne fait pas partie de ces. Il n'y a pas encore de chiffre d'installation. Donc, on est parti de quoi? En disant 1008 pour 1.2. Le prix va descendre, la concurrence va rentrer. Le marché doit s'ouvrir. Quand on aura un marché qui, aujourd'hui, permettra d'avoir un appétit pour les concurrents de proposer un produit de qualité à un prix qui soit compétitif, vous verrez qu'on va passer de 1008 à 900. C'est là où vous allez avoir c'est là où on va avoir une différence. Aujourd'hui, c'est un marché trop de niche encore sur le marché français, à la différence du marché allemand, où je me permettrai de vous dire, je suis aujourd'hui en passe de rejoindre un leader dans la production de la batterie, pas dans le B2B, mais dans le B2C. Parce que je crois que le B2C, le résidentiel, est un marché encore aussi important que le B2B. On va avoir un nouveau type de marché qui va s'appeler l'agrégation, ou le VPP, le Virtual Power Plant, où on va agréger ça sera le système du téléphone. On va vous donner un téléphone gratuitement, mais on va vous dire, OK, tout ce qui passe par la batterie, c'est moi qui le gère. Je vais vous vendre de l'énergie à tel prix. Et après, la batterie, je la gère moi. La batterie, elle sera gratuite. OK? Donc, par rapport à un business model. Par contre, aujourd'hui, on peut être aussi proactif. Je serai le premier à vous dire, je vais acheter une batterie et je vais la mettre après avoir fait mon système photovoltaïque parce que je m'attends, comme je vous le disais, une augmentation des prix, ça c'est moi, c'est ma vision, mais une augmentation des prix de l'énergie et du transport de l'énergie et qui va faire augmenter bien sûr les taxes qui sont pas très claires, mais en tout cas les trois éléments apporteront vers une augmentation de tarif de 20% de ma facture énergétique. Ouais. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Adli? Oui, partiellement. Oui, partiellement. Il y a juste la question de savoir, selon vous, à ce moment, avec toutes les informations que vous avez, qui sont fortement intéressantes et même très poussées, puisque vous rayonnez à travers le monde, pas simplement sur le marché français, vous pensez que sous combien de temps on pourrait espérer voir le prix d'une batterie pour du particulier, voire même pour du professionnel, accessible et rentable? C'est-à-dire des batteries qui, voilà, sous 2-3 ans pourraient être rentabilisées, quand aujourd'hui, il faut près de 10 ans. Ok, donc 2-3 ans, c'est quand même, là par contre, le temps de retour sur 2-3 ans, à ce jour, non, c'est pas faisable. Aujourd'hui, il faut être sérieux, on peut avoir un retour sur une batterie aux alentours de 7-8 ans. C'est quelque chose qui est raisonnable, mais pas. Attention, aujourd'hui, avec les prix que vous avez en France, que nous avons en France, on n'est pas encore sur 7-8 ans, on sera même plutôt sur 20 ans. Donc, comme on disait, 1800 euros, parce que je suis d'accord avec ce que vous donnez comme chiffre, 1800 euros pour 1,2 kWh avec une batterie, avec un inverteur, bien que c'est un all-in-one, à ce prix-là, ça ne marche pas. À ce prix-là, c'est parce que vous êtes un enthousiaste et vous vous figurez, vous vous dites, OK, je sais que ça va augmenter, donc je fais un pari gagnant dans le temps. Et vous êtes parmi les peu qui font ce pari gagnant. Par contre, ce que je vous disais, c'est aujourd'hui, je parle avec EDF. Aujourd'hui, j'ai passé depuis lundi, je sais avec qui je dois parler chez EDF, et je commence à en parler sérieusement. Et je sais qu'ils font certaines choses. Et il y a eu j'ai eu des échanges sur LinkedIn en disant, OK, vous avez EDF, ENR, enfin les énergies renouvelables, qui font en Allemagne beaucoup de choses. En Allemagne. Vous avez une société de chez EDF qui fait du VPP en Allemagne, ce qui s'appelle E2M ou un truc dans le genre, qui fait dont je vous parle. Donc aujourd'hui, elles n'achèteront pas EDF. Cette branche d'EDF n'achètera pas une batterie à 1800 euros. Elle achètera une batterie à 900. Oui, elle aura un pouvoir de négociation. Elle va faire jouer son pouvoir de négociation et elle achètera sa batterie à 800 ou 900 euros avec le all-in-one. Par contre, en France, on va dire, bon, vous pouvez vous en passer, puis on va vous poser des questions sur la connexion. Il y a eu Enedis qui a dit que la colonne montante leur appartient. Si vous voulez vous brancher dessus, comment vous allez vous brancher dessus? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, on peut vous mettre d'autres freins. Toutefois, pour revenir à votre point, en vous disant, dès que le marché français s'ouvre, parce que le marché allemand aujourd'hui
et le marché, je vous donnerai des chiffres, qui sont des chiffres publics, qui sont des chiffres publics. Je vous annoncerai des chiffres qui sont sur les marchés européens, où la Suisse fait plus que la France. Aujourd'hui, 8 millions d'habitants font beaucoup plus que 60 millions d'habitants. Et quand j'en parle à des collectivités en disant c'est pas un gadget. On peut faire beaucoup de choses. On surdimensionne je rentre dans des détails, mais on surdimensionne des systèmes photovoltaïques parce qu'on parlait d'autoconsommation collective. On surdimensionne. Je ne suis pas là pour mettre sur le réseau, je suis là pour stocker. On va travailler dans un univers clos, entre guillemets, sans être dans un îlot, mais dans un univers où je sais pertinemment mes besoins. Je connais mes besoins. J'ai fait un audit parce que la collectivité avec qui je parle, ça fait depuis le mois de juin qu'ils me disent qu'ils font un audit. Je peux les aider aussi sur l'audit, mais ça fait depuis le mois de juin et on est le mois. Je les appelle même plus en fait. Par contre, à la fin de mon exposé, je vous dirai si c'est la vaccination Covid qu'on est en train de faire. On a l'exemple de la vaccination Covid, c'est tout. On parle difficilement des autres et quand on regarde ce que nous sommes capables de faire en France, malheureusement, on pourrait faire. On pourrait faire Ouais, beaucoup, ok. beaucoup mieux. On va toujours un peu lentement. Mais effectivement, ça va un peu lentement en France. On a aussi la régulation qui est très longue à se mettre en place. On connaît tout ça. Et juste un exemple j'aimerais bien que vous nous expliquiez, Fabien. J'ai un exemple en Australie. Il y a Tesla qui a installé des batteries, enfin bon, Tesla ou un autre. Il a installé 100 mégawatts de batterie, capable de passer de 0 à 100 mégas de puissance en 140 millisecondes. Donc, c'est quelque chose de 100 fois plus rapide que le gaz. Ça représente que 2% des capacités. Donc, c'est très faible en termes de capacité installée pour les services réseau. Et malgré que les batteries ne représentent qu'une infime partie des capacités de pointe, qui sont surtout en gaz, que 2%, ils ont réussi à prendre 55% de part de marché et à faire baisser de 90% la marge des opérateurs actuels. Alors, comment vous pouvez nous expliquer qu'une boîte qui a que 2% de la puissance installée arrive à prendre 55% du marché? Comment c'est possible? Il y a deux choses intéressantes dans ce que vous dites. Alors, je parlais de l'excellence française. Qui a fait ce projet en Australie? C'est Neoen. D'accord. Okay. Neoen, Tesla a acheté une machine chez Tesla. Tesla est donc un producteur de solutions, est un fournisseur de solutions, mais les cerveaux qui ont fait marcher le business model sont des Français. Ouais. OK? Alors, encore une fois, on se retrouve à exporter notre savoir-faire, alors qu'on pourrait très bien le faire en France aussi. OK? Bon, ça c'était le premier point. Le deuxième point. Dans la batterie, vous avez deux choses. Vous avez un réservoir d'énergie, donc de l'énergie, et vous avez une puissance. Vous avez l'entonnoir. L'entonnoir, c'est la puissance. Vous me parliez de 2% de puissance. Par contre, l'énergie que vous avez peut ou va être véhiculée à travers la puissance. Mais la puissance, c'est 100 MWh de mémoire. Non, 100 mégawatts. 100 mégawatts. Combien? 100 mégas. 100 mégawatts. OK, mais c'est 100 mégawattheures. Ensuite, alors, il y a plusieurs choses. Comme je vous disais, vous avez le réservoir d'énergie, donc la batterie, et vous avez l'entonnoir qui est la puissance. Maintenant, les besoins en puissance ne sont pas les mêmes que les besoins en énergie. Vous allez avoir en France, par exemple, les appels de capacité. Les appels de capacité, c'est peut-être, on va vous dire, vous êtes limité entre 5 et 25 mégas de puissance. Par contre, derrière, vous avez une batterie qui est de 100 MWh. Okay? Donc, je vais diluer ces 100 MWh selon les besoins du réseau et il est obligatoire à moi de savoir fluctuer la puissance et de pouvoir diluer cette puissance, mon énergie, à travers ma puissance. Vous me disiez, les besoins ont couvert 55% du marché parce que vous avez un réseau, vous avez une ligne. Vous êtes positionné sur cette ligne qui est de la haute tension. Donc, entre le point A et le point B, vous avez pu être celui, même si on ouvrait le tender, même si on ouvrait le marché full competition, parce que vous allez quand même signer un contrat avec RTE, on va prendre l'exemple de RTE, parce que vous êtes obligé d'être disponible. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le réseau, vous devez avoir la machine et l'énergie pour pouvoir soutenir le réseau. On ne va pas donner ça à des gens qui ne sont pas capables, à des sociétés qui ne sont pas capables de faire ce service, parce que sinon, c'est blackout.
Et blackout, on parle de haute tension, vous avez les hôpitaux, vous avez les pompiers, la police, les écoles, Oui, tu vois, OK? Donc, aujourd'hui, en mettant en concurrence les types de production, le plus économique est définitivement la batterie d'une typologie type LFP, donc c'est du fer, lithium et phosphate, qui est définitivement plus compétitif que du gaz. Alors, vous avez du gaz qui est déjà amorti, attention, vous avez du gaz déjà amorti, donc qui vous permet euh, aujourd'hui d'être encore concurrentiel contre des installations on va dire, de batterie plus storage, si on ne commence pas à rentrer dans le détail. Maintenant, on va rentrer dans le détail en disant, je vous ai parlé de marché primaire, secondaire, de soutien du réseau. Pour un marché primaire, on est plus rapide. Donc, quand on va nous dire les besoins techniques et spécifiques sont que vous devez répondre en secondes à mon besoin, la batterie, le coût d'investissement de la batterie par rapport au service qu'on va vous payer pour faire ça, vous allez être nettement plus compétitif qu'un gas picker, on appelle ça gas picker, donc une centrale à gaz, ok. parce que les temps d'activation sont plus longs. Ok, ok. Très bien, merci. Alors, il y a une question là. Merci pour ce retour, Fabien. Il y en a qui posent des questions sur les batteries, sur les volants en béton. C'est Alain qui pose. Que pensez-vous des volants en béton pour le stockage? Après, Les volants d'inertie. oui, oui, les volants d'inertie, les flying wheel and so on. Donc, vous avez différentes technologies. Vous avez différentes technologies qui sont présentes. Par contre, ce que je dis, ce que je répète, c'est la technologie lithium, qu'elle soit combinée à du manganèse et du cobalt ou du fer et du phosphate, le temps de réaction, les temps de réaction sont plus rapides. Euh, le flying wheel, après, ce que je pense qu'il va falloir, qui doit être considéré, je ne suis pas un expert du flying wheel, donc du volant béton, c'est les temps de réponse par rapport à l'événement. Ok, ça c'est quelque chose comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'Australie. Vous avez un engagement par rapport au réseau. Si vous répondez pas aux besoins réseau en millisecondes, vous avez des pénalités et ces pénalités sont aussi importantes que ce que vous allez être rétribué. Même pas aussi importantes. Les pénalités sont 3 fois plus importantes si vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins. Oui. Ensuite, vous avez un autre élément très important aussi à considérer, c'est quand on est en train de... Aujourd'hui, on passe d'un marché qui était régulé et qui était le marché, on va dire, la chasse gardée de RTE, qui était un monopole d'État. Quand vous arrivez chez RTE pour répondre à ces appels d'offres et quand vous les rencontrez, attention, vous êtes considéré comme un businessman. Et eux, ils sont les garants du réseau. Eux, il faut que le réseau ne tombe pas en panne. Les machines qu'on utilise, c'est des machines qui sont tout à fait sérieuses, qui ne vont pas tomber en panne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les pénalités qu'ils ont mis en place sont des pénalités tellement importantes qu'il n'y a pas de place pour l'inexactitude. Si vous ne répondez pas aux besoins, ou en tout cas au signal qu'on vous envoie pour être disponible, les pénalités, c'est énorme et vous êtes bankrupt, grosso modo, parce que vous devez changer la machine. Changer la machine, vous allez avoir 1 an pour avoir une nouvelle machine. Qui va prendre vous n'avez pas de garantie aujourd'hui. Les garanties sont très, je veux dire, on ne parle même pas de garantie, mais c'est un peu trop poussé, mais quand vous allez faire ces investissements de millions d'euros, voilà, quand je vous dis les pénalités, c'est 3 fois ce que vous avez, quoi. Donc, vous avez intérêt d'être sûr de ce que vous avez mis en place pour pouvoir répondre à des besoins marchés. On est parti de la discussion de la flying wheel. La flying wheel, elle aura le problème, je pense, je ne suis pas un expert, de ne pas être disponible dans les temps voulus. Ensuite, il faut quand même aussi la recharger. Est-ce qu'on peut la recharger? Est-ce que le temps de réponse est très rapide? Le temps de charge est beaucoup plus long. Donc, on a un dilemme entre le temps de charge, parce que la batterie, elle absorbe aussi très rapidement. Attention, vous avez dans le réseau aussi bien on va dire des déviations en augmentation, enfin, des fréquences supérieures ou du voltage supérieur comme inférieur. Donc, vous avez besoin soit d'absorber, soit de répondre et d'envoyer, soit d'exporter ou d'importer. Est-ce que le flying wheel va pouvoir travailler dans le sens inverse en termes d'accumulation rapide? Voilà. Donc, il faut que chaque technologie soit considérée par rapport au service qu'elle est capable de mettre en place. Les services que vous mettez en place, il faut savoir que vous avez des obligations
et que ces obligations, si vous ne les tenez pas, vous êtes pénalisé. Ok, merci Fabien pour ce retour. Donc du coup, il y a Christophe aussi qui posait une question sur je ne comprends pas le mélange avec les colonnes montantes. J'en ai vu passer. Ok. Juste, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que propose Fabien, effectivement, c'est effectivement des services sur une batterie qui pourrait être pour un quartier. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, avant, les colonnes montantes étaient la propriété de l'immeuble. Donc, en fait, l'énergie qui circulait dans ces colonnes était considérée comme appartenant à l'immeuble. Et maintenant, il y a eu une appropriation par Enedis de ces colonnes montantes. C'est-à-dire que maintenant, elle considère que tout ce qui passe dans ces colonnes montantes, c'est de sa responsabilité. Donc, effectivement, il va falloir payer une taxe. Parce que dès que vous employez, dès que vous passez par ce réseau-là qui appartient à Enedis, il faudra payer une taxe. Et donc, du coup, si vous mettez une batterie dans le quartier et que vous commencez à échanger l'énergie dans le quartier, il faudra payer une taxe à Enedis qui prendra son dû, comme à l'époque médiévale où il y avait des gens qui s'arrêtaient sur les routes et qui prenaient un droit de péage. Et là, il y aura un droit de péage qui sera donné par Enedis. Donc, c'est une guerre pour savoir qui a l'énergie dans le quartier. Et cette guerre a lieu actuellement autour de ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que les députés français ont voté une loi pour dire qu'on voulait passer à l'autoconsommation collective. Il y a les députés européens qui ont voté l'autoconsommation collective pour dire qu'il faut la mettre en place en France. Et il y a le régulateur qui bloque et qui dit non, c'est la fin du monde. Alors c'est quelque chose qui est intérêt du public, c'est intérêt du stockage. On pourrait faire plein de choses merveilleuses, sauf que c'est pas dans l'intérêt de l'opérateur historique. Donc du coup, ça se fait pas et c'est bloqué. Donc c'est un petit peu dans cette gare de tranchée que effectivement Enedis s'est approprié les colonnes montantes. Alors pour tout un tas de raisons, mais c'est vrai qu'on sent qu'effectivement il y a beaucoup d'enjeux pour pouvoir effectivement gérer l'énergie du bâtiment, gérer l'énergie de l'immeuble. Parce que celui qui a accès à la colonne montante, il a accès aux gens qui habitent dans ce bâtiment. Donc c'est vraiment une guerre de tranchée et malheureusement, on prend du retard par rapport à ça. D'autre part, il y a un problème, on va dire, administratif. S'il faut que je commence à multiplier les autorisations, à qui je dois m'adresser et comment je dois m'adresser, est-ce qu'il faut que je passe à la fin par un avocat ou on va dire un expert dans faire une simple demande d'autorisation? On commence à compliquer la vie. Aujourd'hui, un syndic qui n'est pas un professionnel de l'énergie, je pense qu'il puisse avoir l'autorisation sans, en fait, même pas avoir l'autorisation. La colonne montante appartient à tous les copropriétaires ou les locataires, ou en tout cas le syndic pourrait simplement dire, écoutez, on peut mettre un système photovoltaïque sur le toit, on va mettre une batterie de 10 kilowatts, qui n'est pas la fin du monde, qui va être, on va voir les revenus, on va voir les revenus que ça va faire. Maintenant, si Enedis commence à penser à devenir cet opérateur et devenir un opérateur et commence à chercher à tuer la concurrence en disant, vous me payez une taxe, vous avez des documents à me donner, je dois traiter les documents, j'ai des temps de carence par rapport à l'analyse, il faut que je teste, et ainsi de suite. Bon, ok, on commence à compliquer la situation. On revient sur l'histoire des 1800 euros. Si un marché de 1000 batteries devient un marché de 100 000 batteries, le prix va véritablement tomber. Et puis, d'autre part, les gens vont avoir confiance. Parce que ma batterie, je vais en avoir besoin. Aujourd'hui, si je me mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, en disant, les gens veulent acheter une voiture électrique, c'est très bien, mais qui va apporter l'énergie dans le garage de l'immeuble? Si c'est Enedis qui va venir vous dire, OK, j'ai la solution au problème. Vous avez créé le problème et vous venez me dire que vous avez la solution, alors que dans d'autres pays, on me dit, grâce à vous, faites ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, c'est votre intérêt, faites-le. Et vous avez tout à fait la possibilité d'être le prosumer. Comme on disait, ce sont des lois européennes. Pourquoi aujourd'hui encore on est en train de mettre des bâtons dans les roues de gens qui peuvent utiliser leurs propres biens? Voilà, c'était. Je voulais pas. C'est français. Après, on va s'étonner d'être en retard parce qu'effectivement, on empêche les nouveaux modèles économiques du futur. On en est certains maintenant d'émerger. C'est pas grave. Alors, une transition, Fabien, sur la voiture électrique. Il y a des questions sur la voiture électrique avec son rôle effectivement dans le réseau. Alors, moi, je suis pas vraiment d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, si tous les gens utilisent une voiture électrique, ça va être une catastrophe. On a des réseaux qui sont extrêmement bien dimensionnés en France. Aujourd'hui, on a EDF à pousser pour le chauffage électrique. Alors, pendant longtemps, ça a râlé en disant oui, c'est bizarre, EDF pousse ça, mais je trouve que c'est pas si bête que ça maintenant d'avoir des bons réseaux, parce on a des réseaux électriques qui sont capables de répondre aux besoins de pointe. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a une période de froid en Europe, la France consomme 50% de la consommation électrique de toute l'Europe. Donc, on a des réseaux qui sont colossaux parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de blackout. Quand il fait très froid, il faut qu'on puisse avoir de l'eau chaude et qu'il faut qu'on puisse avoir du chauffage. Donc, contrairement à l'Italie ou à d'autres pays où, par exemple, en Italie, les abonnements sont beaucoup plus bas. En France, on est sur des 6, 9, 12 kilos. En Italie, c'est 3 kilos maximum pour un particulier parce qu'eux, ils font le chauffage au gaz, ils ont l'eau chaude au gaz et ils ont la cuisson au gaz. Donc, ils ont des besoins électriques beaucoup plus faibles en termes de puissance
que nous. Mais le fait que la France ait effectivement investi massivement dans le nucléaire, qui ensuite a poussé les Français à s'équiper en chauffage électrique et en cumulus, fait qu'on a des câbles énormes, on a des réseaux qui sont colossaux. On est capable aujourd'hui d'encaisser des 120, des 130 gigawatts, ce qui est colossal. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, les voitures électriques, c'est peanuts par rapport à ça. Je veux dire que dans le résidentiel, un chargeur d'un particulier, il est à 3 kilos. 3 kilos, c'est-à-dire que c'est la puissance d'un cumulus électrique. Donc aujourd'hui, il suffit juste de ne pas mettre en même temps son cumulus électrique et sa voiture électrique. Mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Il suffit de ne pas mettre en même temps son cumulus et charger sa voiture. Alors, vous allez vous retrouver. Alors, quand vous aujourd'hui, vous considérez les lots, donc les... Il va falloir, vous allez prendre la douche dans la voiture à ce moment-là. Non. Parce qu'en fait, on revient à ce point-là en vous disant non, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Non, attention, monsieur Lamotte. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Le réseau a été dimensionné par rapport à un chauffage électrique et un cumulus électrique. Aujourd'hui, en 2020, la voiture électrique, l'année dernière, représentait 1% du marché du véhicule. Dans 10 ans, elle représentera 50% du marché électrique. Il n'avait pas, il y a 10 ans de ça, parce que on va dire planifier un investissement d'une haute tension, moyenne tension et même basse tension, vous n'aviez pas mais envisagé l'avènement de la voiture électrique. Vous aviez définitivement dit que le résidentiel avait un besoin de 3 kilowatts. Aujourd'hui, de 3 kW, un cumulus, c'est des maisons qui ont le cumulus en même temps. On va parler simplifiant en disant, OK, le besoin d'un ménage était de 3 kW en pointe. Aujourd'hui, ça va être 6 kW en pointe. Mais le problème, c'est que les 6 kW, ils s'accumulent au même moment. Quand je rentre chez moi, j'allume mon four, j'allume mon chauffage, je rentre avec ma voiture électrique, je plug ma voiture électrique, je passe de 3 à 6 en instantané. Le réseau est dimensionné pour 3, il n'est pas dimensionné pour 6. En fait, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le réseau, les abonnements français sont beaucoup plus que 3, hein, c'est 6 ou 9 en moyenne. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un cumulus électrique, pour faire de l'eau chaude, n'a pas besoin de tourner 24 heures sur 24. Pour une famille de 4 personnes, il doit consommer 3000 watts pendant 3 à 4 heures maximum. Donc, il suffit de juste choisir les 3-4 heures qui ne sont pas les 3 heures qui correspondent au point de 19 heures. Ensuite, votre voiture électrique, là, on rentre en France. Ce qui va se déplacer, c'est ce qu'on va déployer. Je suis en train de travailler avec des fournisseurs d'énergie là-dessus, sur la facturation dynamique. C'est-à-dire que les gens qui vont vouloir consommer le kilowattheure à 19 heures au moment du pic de consommation vont payer super cher. Donc, ils vont être incités à recharger leur voiture au moment où l'énergie n'est pas chère, parce que vous savez qu'en Europe, très souvent, l'énergie a un prix négatif. Donc, c'est complètement idiot d'avoir des prix négatifs et pas pouvoir recharger sa voiture électrique avec un prix négatif. Donc, aujourd'hui, il y aura un ordre, il y aura un foisonnement qui va avoir lieu. Et nous, on a discuté pas mal avec RTE et eux, ils sont assez confiants par rapport à ça parce que c'est eux qui sont en train de lever des lignes de crédit. Ils disent, on a fait nos calculs pendant les 40 prochaines années en intégrant ce que vous expliquez en termes de montée en charge des voitures électriques. Ils disent, nous, on pense que l'efficacité qu'il va y avoir, on va améliorer l'efficacité dans les bâtiments, il y aura une meilleure isolation, il y aura des lois successives qui vont permettre de réduire la consommation électrique, qui fait qu'on pourra facilement intégrer les voitures électriques, à condition, effectivement, que les voitures ne se chargent pas toutes à 19 heures. Donc, alors j'ai une réponse, monsieur Lamotte. Donc, okay. Ça serait complètement idiot de recharger sa voiture à 19 heures, sachant que, attends, une voiture électrique, je veux dire, c'est une voiture électrique qui aujourd'hui a une autonomie de 400 km, vous n'avez pas besoin de la recharger tous les jours. En moyenne, les Français font 30 km par jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront la recharger une fois tous les 10 jours pour pouvoir, en moyenne. Alors, il y en a qui vont recharger tous les jours, mais d'autres qui vont recharger beaucoup moins souvent. Alors, monsieur Lamotte, je suis obligé de vous interrompre. Pourquoi? Donc, je suis obligé de vous interrompre. Monsieur Lamotte, donc, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Première chose, sur la fin de votre point, en disant vous faites 25 km, très bien. Ceci dit, quand vous allez recharger votre voiture et quand les voisins vont recharger la voiture, au même moment, c'est une pointe. La pointe. Il faudra inciter les gens à recharger pas au même moment. Il faudra inciter. On va encore pénaliser. Vous avez une solution. La solution s'appelle la batterie. La batterie, on va différer. Vous avez une solution. Alors, je vois quelqu'un qui me dit non. Pourquoi? Vous avez une production photovoltaïque qui devient au photovoltaïque où on parle de vent qui est excédentaire. On a un problème, on ne sait pas la stocker. C'est pas qu'on ne sait pas la stocker. On n'a pas les moyens encore nécessaires pour pouvoir la stocker à midi.
À midi, vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas à la maison, vous êtes au travail, ce que devrait être, même si aujourd'hui on a confinement, à midi, tous les besoins, ou à 10 heures du matin, vous avez un pic de production avec votre photovoltaïque. Vous captez cette énergie dans votre batterie. C'est l'idée de la batterie, plus que Oui, l'idée, le véritable business model de la batterie, c'est de mettre cette énergie disponible au moment où vous en avez besoin. Donc, on a parlé d'une voiture électrique. La voiture électrique, que ce soit une voiture électrique qui est 90% chargée, le problème, c'est quand vous allez la plugger, quand vous allez mettre, si tout le monde à 6 heures met sa voiture en charge, la demande instantanée, elle est énorme. C'est un pic. Ce pic-là, si vous n'avez pas de batterie, en français, j'aime bien ce terme, c'est l'effacement. Grâce à la batterie, vous n'allez pas avoir besoin au recours au réseau. Vous allez ok, utiliser votre batterie en résidentiel. Et on parlait de la ok, ok, colonne. Vous avez ça, vous avez cette batterie au point de connexion, au point de demande. ok, Maintenant, ok. par rapport à quelqu'un qui me disait non, je dis OK, vous avez des batteries industrielles jusqu'au résidentiel. Si vous avez un 3 kW d'installation sur votre toit, comme une batterie de 100 mégawatts auprès d'un wind farm, d'une centrale éolienne, vous allez pouvoir utiliser cette énergie produite à un certain moment où le besoin n'était pas nécessaire, parce que là, vous avez un autre problème de l'autre côté, c'est que vous travaillez sur l'abaissement du prix de l'énergie. L'énergie, vous l'avez produite, elle a un prix. Il faut qu'on arrive à tenir les prix, aussi bien pour le nucléaire, parce que le nucléaire, à un certain moment, il était prix négatif, et ils sont obligés d'envoyer de l'énergie sur le réseau. On n'arrête pas une Monsieur, centrale nucléaire quand le monsieur, prix monsieur, est... monsieur. On ne peut pas Ok, ok. l'arrêter. Donc Enfin, aujourd'hui, la ouais, réponse, elle est simple en disant la batterie, elle répond à toutes les problématiques de réseau, même de réseau. Et aujourd'hui, le premier qui a intérêt à utiliser cette batterie, comme il s'est passé en France avec le projet Ringo, le projet Ringo est en disant un pilote, c'est pas un pilote, c'est une réalité. Ceux qui font que sur d'autres marchés, sur d'autres pays, on est en train de dire que c'est un pilote en France. C'est très bien. On a donné la possibilité à RTE de jouer avec l'énergie. Ils n'ont pas le droit. Ils sont pas, ça ne fait pas partie de leur mission. C'est hors mission. Toutefois, ils ont démontré que ça marchait. On est capable de balancer des besoins grâce à deux batteries mis à deux extrémités. On a plus de besoins. J'ai pas cette énergie disponible, je l'envoie. Full stop. Après, on a des régions. On parle de chauffage, de alors, chauffage. Fabien, Il n'y a pas on arrive d'hiver. à la, Non, on faut conclure on parce qu'on arrive à arrive la à fin. la fin On parle de ouais. l'hiver, on parle de chauffe-eau, mais vous avez la climatisation parce qu'on va aussi faire des augmentations de température. C'est très bien. On me dit l'hiver il fait froid, j'ai le problème avec mon chauffage. Par contre, en été, on parle tous de pointe de chaleur parce que 2020 était le plus chaud après 2016, 2018, 2019. Ok, très bien. La climatisation, il n'y a pas pour moi, il y a pour les anciens aussi, pour les EMS, et ainsi de suite. Donc, on a les problèmes inverses en été où j'ai l'énergie, j'ai la climatisation toute la journée, pas simplement pour me faire une douche. Donc, aujourd'hui, la batterie est une solution réaliste parce elle va être à moindre coût. Si on ouvre le marché, si on ouvre un marché en France pour le résidentiel, j'adore le B2B, j'adore, mais le résidentiel, c'est quelque chose, il y a un avènement énorme. On va rendre une maison intelligente. On va Ok. rendre, et le prosumeur va être capable de produire et de gérer son énergie. C'est vrai quand je vois aujourd'hui, le téléphone où on peut faire beaucoup de choses, et ben, ce sera une des choses qu'on va pouvoir faire avec son téléphone. Dire, tu charges parce que on m'a averti qu'il y a des prix négatifs sur le réseau, je peux charger ma batterie parce que c'est réel, c'est réel. La personne qui me dit non, c'est réel. Aujourd'hui, vous avez des prix négatifs, je charge ma batterie. Pourquoi, Ok, ok. pourquoi j'en passerai? Et je la décharge quand j'en ai besoin. Quand Monsieur Lamotte disait, on va me pénaliser parce qu'effectivement, il faut un petit peu de conscience pour que tout le monde ne marche pas ou ne mette pas son chauffage, son four, sa machine à laver, parce que bon, il faut quand même laver ses fringues aussi, quoi. Voilà. Oui, Donc, monsieur. tout ça pour dire, c'est une batterie. Il n'y a pas que la batterie, il y a aussi les services, on va dire, services de software qui sont là pour faire la gestion en temps réel. Oui, c'est Le clair. soft, ça valait le coup aussi d'en parler en vous disant, vous avez trois Oui. niveaux. On a la prédiction. Hein, la prédiction, on peut faire des prédictions à un an. On arrive à la semaine, au jour avant, pour vous dire, OK, demain, Fabien, Monsieur Lamotte ou Monsieur Wiban, vous êtes capable, vous devez faire ça. Votre machine va le faire même pour vous. Elle va vous dire, vous avez la possibilité de savoir que demain matin, entre 10 heures et 12 heures, il y a un fort coup de vent. Donc, déchargez votre batterie, allez charger votre voiture, invitez votre voisin à charger votre voiture chez vous avec votre batterie, qu'elle soit déchargée à partir de 10 heures, parce que le prix sera négatif. Donc, on va vous payer. On va vous payer pour vous dire,
utilisez votre batterie pour soulager les problèmes réseau. Voilà, c'est simple. Et c'est de la réalité. C'est de la réalité. Ça arrive chez les autres. Ça va arriver un jour en France. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, ok, merci Fabien pour toutes ces explications. Alors désolé, on est super en retard là. D'habitude, on finit à l'heure, mais là, ce soir, c'est passionné. Il y a plein de questions. Et encore, j'ai pas eu le temps de répondre toutes les questions parce qu'il y a des questions sur utiliser les voitures. Deuxième question, si vous le souhaitez. Hein. Non, mais après, effectivement, on essaie de garder des formats qui sont à peu près faciles à utiliser par la suite. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions sur notamment les voitures électriques, parce qu'effectivement, il y a les batteries qui vont permettre de faire des services réseau. Il y a aussi les voitures électriques qui seront branchées, qui pourront aussi vider leur batterie, parce qu'effectivement, pour pouvoir des services et plus tard les recharger. Ça, on ne va pas pouvoir en parler. Alors, dernière question, effectivement, afin effectivement qu'on puisse effectivement finir pas trop tard. Une question que je pose régulièrement dans les cafés débat de Comrades, c'est Fabien, par rapport à toutes vos convictions que vous avez partagées avec nous pendant cette heure qui était passionnante sur le stockage, quelles sont les convictions que vous avez et qui pourtant, vous avez l'impression que ce n'est pas tellement partagé, que les gens ne partagent pas tellement cet avis-là ou n'ont pas cette impression, n'ont pas cette certitude-là. Et vous dites, oh, c'est bizarre, là, je suis sûr de ça à 100% et pourtant les gens n'arrivent pas à me croire. C'est quoi peut-être que vous l'avez dit, mais peut-être qu'on se... Je te donne un exemple en vous disant, en 2005, quand j'ai commencé dans les énergies renouvelables, je parlais de photovoltaïque aux gens, ils me disaient, mais ça fait de l'eau chaude. Je disais, oui. non, ça fait pas de l'eau chaude, ça fait l'électricité. Vous savez qu'un jour, vous allez en avoir besoin. Ensuite, on m'a dit, j'ai un frère qui travaille dans le milieu bancaire, il m'a dit, c'est une bulle. C'est une bulle. Ok, ben, montrez-moi la bulle aujourd'hui. Montrez-moi la bulle que c'est. Donc aujourd'hui, on a perdu le tournant des producteurs européens parce qu'on n'a pas. Producteur de quoi? Producteur de quoi? Producteur de photovoltaïque. Hein, ok, on a perdu la main alors qu'on aurait pu très bien le faire. Oui, Hein, bien sûr. on n'attend pas que les Chinois nous apprennent à faire du photovoltaïque. Donc, nous avons inventé ça. Donc aujourd'hui, par rapport à mes convictions, comme on dit en français, les chiens aboient, la caravane passe. Je suis convaincu que je peux même plus continuer à parler parce que je vais trop dans un futur type Star Trek. Allez-y, à la fin. Vous pouvez pour moi, on est sans limite. On est en train de. Il n'y a pas que la batterie, il n'y a pas que la machine qui fait des progrès. Il y a l'intelligence artificielle qui est là pour nous aider à faire beaucoup de choses et qui, pour ceux qui veulent prendre le temps de passer un tout petit peu. Et c'est ce que je fais aussi avec les fournisseurs en disant il faut simplifier la chose, il faut simplifier. Il ne faut pas que quelqu'un qui veuille acheter une batterie avec un all-in-one, il soit ingénieur informatique pour programmer sa machine. Non. Il faut que la machine elle soit très simple d'utilisation, comme est le portable aujourd'hui. En tout cas, qu'un enfant soit capable de pouvoir l'utiliser parce que d'avoir des prix négatifs, on doit avoir une alerte simple. Et si on n'est même pas intéressé, que la machine le fasse pour nous. Donc, les convictions que j'ai, c'est très simple, en repartant sur mon expérience, en disant personne ne croyait au photovoltaïque en 2005, aujourd'hui, ça s'est imposé. Vous utilisez vous-même les chiffres pour montrer la chute exponentielle des tarifs. On n'a pas de concurrent. On n'a pas de concurrent. Que ce soit même pour le wind, il faut que le wind se développe, le marketing et la communication, parce qu'ils sont aussi très forts, se développent. Et je ne suis pas contre le nucléaire. Je ne suis vraiment pas contre. On doit aussi avoir du nucléaire. Il faut combiner, si on va dans un mix énergétique où tout le monde a sa place, du moment où on a démontré qu'on était compétitif, et on l'a démontré. On sert, on est compétitif, parce qu'on ne fait pas que de l'énergie, on peut faire de l'isolation thermique et acoustique, on peut même faire du beau avec du photovoltaïque, et la batterie aujourd'hui, c'est comment dire, c'est le cerveau de la maison. Le cerveau, entre guillemets, parce qu'elle absorbe et elle restitue de l'énergie à travers des softwares. Ces softwares, il faudra faire attention quand même les données, jusqu'à où certaines sociétés vont pouvoir utiliser ces données. Il faut être aussi clair, il faut communiquer on aura aussi une discussion là-dessus. Même pour la voiture, pour la voiture électrique. Je sais que vous êtes un fervent partisan de Tesla. Par contre, j'ai vu que Tesla enregistrait beaucoup d'informations et envoyait ça sur des serveurs aux États-Unis. Il va falloir que là-dessus, le droit à l'image, le droit de la personne, le droit à la vie privée, on le respecte. Il faut que ce soit respecté parce que le prosumer, il a beaucoup d'intérêt à émerger si on le respecte et si on ne prend pas pour un dindon. Voilà. Ouais, c'est clair. Ok, merci beaucoup Fabien pour votre analyse très intéressante. Merci à tous pour vos questions et pour votre participation à ce café débat.
Et à très bientôt. Et donc, c'était enregistré. Et donc, pour ceux qui veulent le voir, on pourra le mettre dans les prochains jours sur Combat TV pour pouvoir le rediffuser. Merci Fabien, merci Bonsoir. à tous. Et puis, bonne soirée à tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci. Merci beaucoup. Ça. Au revoir.